Bonsoir à tous. À la une de ce journal, au regard de l'état de ses infrastructures destinées pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun vient d'être placé sous assistance d'un comité de suivi afin d'éviter un deuxième échec dans la préparation et l'organisation de la CAN, prévue désormais entre janvier et février 2021. Révélation faite au terme d'une réunion entre la Confédération africaine de football et les autorités camerounaises. La teneur des résolutions, c'est à suivre au cœur de ce journal. Le cri de détresse des populations déplacées internes du fait de 3 ans de guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Elles sont plusieurs dizaines des familles installées dans la ville de Douala qui n'ont jamais reçu d'assistance humanitaire, dormant dans des conditions difficiles. Vous découvrirez dans ce journal les conditions de vie qui laissent de nombreux Camerounais dans une émotion vive. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 49 ans après l'exécution de l'un des héros nationaux, Ernest Ouandjé, son camarade de lutte encore vivant n'a rien oublié de cet épisode sombre et sanglant de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. C'était le 15 janvier 1971 à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Les circonstances de cet assassinat, de cette exécution, de son arrestation, les motivations de son combat politique, son héritage, a-t-il survécu au fil des temps? Nos reporters, Séverin Tchouban et Sylvestre Zangao, sont allés à la rencontre de Mathieu Diacep, secrétaire particulier d'Ernest Ouandjé, lui qui l'a accompagné durant tous ses combats jusqu'à son exécution, raconte ces moments troubles de l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Reportage. D'un pas titubant, du haut de ses 81 ans, Mathieu Diacep, secrétaire d'Ernest Ouandjé en 1962, nous accueille à son domicile au quartier village à Douala 3e pour évoquer la mémoire de ce leader de l'UPC après l'assassinat de Ruben Oumniobé en 1958. Ouandjé était d'abord un enseignant avant d'être UPCiste. Il était un leader de l'UPC. Il est entré à l'UPC dès le début et dès la création, le 10 avril 1948. La rencontre entre Mathieu Diacep et Ernest Ouandjé se fait quelques années après. Lui, après l'événement de mai 55, il a été à l'extérieur. Et dès son retour, alors il m'a trouvé sous maquis en 1961. Oui, en 62. Parce qu'il est rentré en 61 et arrivé dans le Mungo. Et c'est en 62 qu'il est monté dans le Ndé où j'étais. Il l'a rencontré et il m'a pris dans son secrétariat. J'écrivais les tracts et puis les correspondances. Je sais qu'il était un bon dirigeant, un grand intellectuel et puis un courageux. Parce que durant le temps que j'ai vécu avec lui, et je ne l'avais jamais vu avec un bouquin en main ou un simple papier à titre de référence quand il nous formait. Tout sortait de sa tête et il le disait clairement et bien. Durant des années, Ernest Ouandjé mène un combat pour un peuple camerounais libre, jusqu'à son interpellation et son exécution en 1971. Quand la situation devenait difficile, il était décidé que le camarade Ernest Ouandjé devrait sortir pour aller rencontrer ses camarades à l'extérieur. Ce qui fait la liaison entre nous et l'extérieur. Fermeté, il a été arrêté en 1964. Et Monseigneur Normand a dit qu'il pouvait nous aider dans ce sens-là. Il est venu au milieu de la nuit, il nous a trouvés là-bas. Il nous a pris, le camarade Ernest Ouandjé et moi, et nous a menés à Banga, à Maleke, dans un champ de café où il nous a laissé. Entre-temps, quand nous nous sommes sentis que nous étions en insécurité, nous avons voulu nous déplacer pour regarder un peu les alentours. C'est là que nous avons vu que nous étions entourés par les populations civiles et les militaires. On s'est retrouvés à la BM de Yaoundé. Monseigneur Dormo, qui nous avait dit qu'il revenait, lui-même, il était à Rome. C'est à la descente de l'avion qu'on l'a arrêté. On s'est retrouvés tous à la BM et les enquêtes ont commencé
Vous avez suivi le reste. On nous avait condamnés à mort 6 personnes. Monseigneur Dormant, Wandi, Wambolo Courant, Takara Célestin, Fossin Raphaël et moi. Et vous, on ne vous a pas exécuté? On ne m'a pas exécuté, mais c'était la décision d'Aïdjo. Conduit à Bafoussam, Ernest Wandi est exécuté le 15 janvier 1971 à coups de balle. Elles sont plusieurs dizaines de personnes à vivre dans des conditions intenables dans une résidence où le propriétaire a bien voulu ouvrir ses portes et accueillir ces familles déplacées internes du fait de la guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Une fois arrivées à Douala, elles peinent toujours à manger à leur faim. Les conditions pour pouvoir avoir un sommeil paisible sont loin d'être réunies. Des cauchemars que ne cessent de faire les enfants qui ont fui la guerre, traumatisés par ces scènes d'affrontements armés entre des groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Elles racontent leur calvaire dans ce grand reportage que signent Gladys Sidje et Eukwa Claude. Dans un coin perdu du quartier Makepe-Misoke à Douala, s'est formée une communauté de personnes venues des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elles sont accueillies ici par cet homme. C'est un chef traditionnel. Il a ouvert ses portes depuis 3 ans aux déplacés de la crise anglophone. On en compte plus de 130 qu'il héberge dans ce lieu exigu, comportant quelques pièces insuffisantes pour contenir cette population. Le mode de vie ici laisse à désirer. Au lever du jour, plusieurs sortent à la recherche du travail. Certains s'adonnent au petit commerce, d'aubergines ou d'arachides. Mais la grande majorité, femmes et enfants, restent à la maison. Pour ce matin, pas de petit déjeuner. Pas d'école non plus pour les enfants. Ils ne peuvent même pas suivre les cours à l'école publique du coin, car elle est loin d'être gratuite. Une fois la nuit tombée, voici le triste spectacle qui se présente à nous. Les enfants sont affalés sur des matelas jetés à même le sol. Il faut se coucher très tôt pour espérer avoir une place. Les chaises, ici, sont aussi mises à contribution. Voilà ce qu'est devenu la vie de ces Camerounais, désormais déplacés internes. Very soon we'll get 4 years since we live we are home. If you know baby, this chief. Bientôt, cela fera 4 ans que nous avons quitté nos maisons. Si ce n'était pas ce chef, on n'allait pas avoir où dormir à Douala. Yeah, for these 3 years. Je suis arrivée ici étant enceinte. J'ai fui quand on a dit que tout le monde devait quitter le village. J'ai 3 enfants qui ne vont pas à l'école. Leur père a été tué en brousse. Nous demandons de l'aide. Regardez ce que je vends. Parfois je rentre sans en vendre une seule pièce. Donnez-nous à manger. J'ai fui Woum pour me retrouver ici. A difficult moment for us to live where we were living and coming to a strange land. C'est une période difficile pour nous. Quitter où on vivait pour venir s'installer dans un lieu inconnu. Nous vivons dans l'instabilité, mon mari et moi. Il est fabricant de chaussures. Je vous présente ce que je suis capable de faire. C'est ce que je fabrique depuis que j'ai quitté le village. Le nombre de déplacés internes de la crise anglophone qui arrivent dans ce lieu ne cesse d'augmenter au fil des jours. Malgré les conditions d'hygiène, de santé ou alimentaire, ils n'ont malheureusement pas d'autre choix. Ils n'ont jamais bénéficié de l'aide humanitaire malgré les multiples démarches entreprises par leurs bienfaiteurs. Je regroupe beaucoup, bon nombre d'eux ici. Ici, chez moi, pratiquement, je couvre plus de 130 qui dorment ici même, ils sont à plus de 130. Et les maisons à côté, là, j'ai sorti des locataires pour qu'ils dorment là. Tout le longueur de cette maison que vous voyez là, il n'y a que 2 locataires qui sont encore. Tout le reste, ce sont les déplacés. J'ai transmis tous les enregistrements à monsieur le sous-préfet de Douala 5e.
J'ai la décharge et j'ai également transmis un courrier à monsieur le ministre de l'administration territoriale et j'ai également transmis l'autre à la présidence de la République. Jusqu'à nos jours, voilà pratiquement plus d'1 an. Aucun de ces responsables a fait signe pour savoir comment s'étaient déplacés vivent. D'autres sont été malades, d'autres sont morts, d'autres sont à l'hôpital, d'autres s'efforcent tant bien que mal pour vendre les aubergines comme vous voyez, d'autres les arachides. Il y a des enfants qui ne fréquentent pas comme vous les voyez dehors. D'autres sont malades. Les garçons, il y a d'autres qui ont reçu des balles, mais grâce à Dieu, il y a des petits centres médicaux qui ont réussi à enlever des balles. D'autres sont même à la Quintini. D'autres on a opéré. Vraiment, c'est difficile. Ce sont des victimes de la crise anglophone qui ont vu leur quotidien basculer du jour au lendemain. Aujourd'hui sans repère, abandonnés à eux-mêmes, ils ont tout perdu, proches et biens matériels. Mais ils gardent espoir. L'espoir de retourner un jour chez eux, l'espoir d'une vie meilleure. C'était un grand reportage signé Ekwaklo de Gladys Sidier sur les conditions de vie des déplacés internes dans la ville de Douala, déplacés internes oubliés depuis la distribution de l'assistance humanitaire à ces populations. Dans le reste de l'actualité, au lendemain de cette tragédie survenue au lycée classique de Nkolbison à Yaoundé, quelle est l'ambiance sur le campus de ce lycée? Comment réagissent parents et enseignants à la suite de cette violence et délinquance juvénile qui refont surface dans plusieurs établissements scolaires publics? Élément de réponse avec Rodin Gassi et Marcelin Gransop. Lendemain de drame au lycée classique de Kolbison, le campus porte encore le deuil. Notre arrivée coïncide avec la sortie des cours. Dans les rangs, des élèves à qui Djomi Chakunte commence déjà à manquer. Je me suis senti triste parce qu'on vient de perdre nos professeurs de mathématiques et aujourd'hui on a fait aucun cours. Et les personnes du ministère de la Santé sont venues nous reconforter, nous ont donné du courage. Le matin lors du rassemblement, il y a le personnel du ministère Santé qui sont venus nous parler, nous donner les conseils et nous reconforter par rapport à la mort d'un de nos professeurs. C'était donc un mercredi pas comme les autres dans cet établissement devenu tristement célèbre, avec son nom désormais inscrit dans la triste page des faits divers. Du coup, il fallait pour les élèves montrer patte blanche pour franchir l'enceinte du lycée. C'était dans les salles de classe qu'on est venu nous fouiller et après on nous a sensibilisés, on nous a demandé de garder notre calme, de rester tranquille et de continuer à venir à l'école sans avoir peur. Il y avait les surveillants devant la porte, ils contrôlaient si tu étais bien cressé ou pas. Quand ils ont reporté, ils vous ont pris mon sac, ils ont fouillé. Ils ont dit qu'ils me méfient de ceux qui fuient. On a pris mon sac, on a fouillé, on a vu si le sac m'appartenait. On a pris un document pour voir si c'était vraiment mon sac. Des mesures spéciales prescrites par la hiérarchie et répercutées ici par l'un des censeurs de l'établissement. Il y a un calme qui règne. Toutefois, les élèves sont un peu découragés. Il y a un sentiment de crispation. Depuis ce matin également, monsieur le proviseur a redoublé l'équipe de prise en main des élèves. Ça veut dire depuis ce matin que les censeurs, les surveillants héros et les surveillants des secteurs accueillent les élèves, les fouillent systématiquement avant leur admission en salle de classe. Appelée à la rescousse, une équipe de spécialistes du ministère de la Santé publique essaie tant bien que mal de rassurer la communauté éducative devant la montée en puissance de la violence en milieu scolaire. Donc ici, nous interpellons toute la société entière, notamment tous les adultes. Chacun a sa part de responsabilité. Et nous pensons que le maître mot, c'est l'amour. L'amour ici qui consiste en de bonnes interactions, une bonne communication, c'est-à-dire que mettre le bonheur de l'autre avant soi. Pendant ce temps, non loin de là, au quartier Tétac, la famille du jeune enseignant porte le deuil. Nous ne sommes pas autorisés à filmer le domicile de son tuteur, encore moins à capter la moindre réaction à l'absence du maître des lieux. Dans le voisinage, c'est le cœur meurtri que l'on évoque la mémoire de Djomi Chakunte.
je suis le voisin direct à son tuteur, parce que c'est un enfant calme. Il va à l'école, il rentre, il reste chez lui, et vous n'allez pas le voir de partout, non. Et on l'a découvert juste le jour qu'il fallait sortir de l'école normale avec sa torche. C'est là où c'était une surprise totale pour l'ensemble des enfants et même des gens qui habitent le quartier. Pour l'heure, après une première exploitation au commissariat du 12e arrondissement, le présumé assassin a été transféré à la division régionale de la police judiciaire du centre, pendant que les membres de la famille du défunt arrivent par vague à Yaoundé, consternés et dépassés par les événements. Je vous le disais en titre, la Coupe d'Afrique des Nations doit se jouer entre le 9 janvier et le 6 février 2021. Cette modification du calendrier de la CAN a été annoncée au terme d'une réunion entre les principaux responsables de la CAF et les autorités camerounaises. D'autres résolutions ont été prises pour une meilleure organisation de la CAN 2021 prévue au Cameroun. D'autres détails avec Aïk Cyril. Au terme d'une réunion marathon à Yaoundé, entre la commission des compétitions de la CAF et les autorités camerounaises, la Confédération africaine de football confirme le changement de période d'organisation de la CAN 2021. La Coupe d'Afrique des Nations totale Cameroun 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2021. Du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, c'est la nouvelle date de la CAN 2021. La CAF précise que c'est la partie camerounaise qui a sollicité ce changement de période en raison des mauvaises conditions météorologiques. Nous ne sommes pas contentés tout simplement d'écouter les responsables politiques, mais on a demandé aussi à ce que le technicien et le directeur général de la météo viennent nous expliquer réellement la situation avec des chiffres clairs, avec un rapport très circonstancié. La CAN 2021 se jouera donc 6 mois plus tôt. Pour la Confédération africaine de football, le CHAN, qui se déroule au mois d'avril 2020, servira de galop d'essai avant 2021. On a dit pourquoi pas discuter avec les autorités politiques au Cameroun pour voir si on peut s'entraîner un peu avec le CHAN pour qu'on puisse être sûr que s'il y a une défaillance quelque part, qu'on le corrigera pour que la CAN soit dans des meilleures conditions possibles. En raison de la pression supplémentaire qui s'exerce désormais sur le Cameroun, du fait de la programmation de la CAN 2021, 6 mois avant, la CAF annonce la mise sur pied d'un comité de veille pour accompagner le Cameroun dans la préparation. Nous sommes disposés à accompagner maintenant le Cameroun pour la réalisation de ces deux événements. D'ailleurs, un comité de suivi va être mis en place pour que tout soit balisé dès le départ. Au terme de sa visite au Cameroun, la délégation de la Confédération africaine de football se félicite des efforts fournis par le Cameroun pour satisfaire au cahier des charges de la CAF. Vous l'avez suivi, le président de la Confédération africaine de football a annoncé la mise sur pied d'un comité de suivi afin d'accompagner le Cameroun dans la préparation de cette CAN prévue entre janvier et février 2021. Elle fait suite au rapport de la dernière visite d'inspection des infrastructures au Cameroun. Cette délégation de la CAF avait été conduite par Constant Omari et le deuxième vice-président de la CAF avait relevé des zones d'ombre dans les infrastructures sportives, routières et hôtelières destinées à abriter la CAN 2021, raison pour laquelle la CAF a décidé de mettre sur pied ce comité de suivi afin d'éviter un deuxième échec dans la préparation de l'organisation d'une CAN au Cameroun. Je vous propose d'écouter Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. Nous avons à Bafoussam connu un problème de distance entre les hôtels qui abriteraient les équipes et les lieux d'entraînement. Notamment, il y a 2 hôtels vers le bas, le nom du quartier m'échappe, où nous avions souhaité qu'il y ait un terrain juste devant ces hôtels, qu'on puisse l'aménager correctement pour que ce soit un terrain d'entraînement, au lieu de passer 2 heures à l'aller pour aller s'entraîner, 2 heures de retour. Après Bafoussam, nous sommes allés à Garoua,
À Garoua, le stade, il est prêt. Il était déjà prêt. La seule préoccupation de Garoua, c'était comment loger l'infrastructure de logement. Notamment, il y a un grand hôtel qui est en construction, je crois, 5-6 mètres, 6 minutes de l'aéroport, qu'il fallait terminer. Et le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement qu'il fallait parfaire. Et je crois que ce côté-là, beaucoup de choses ont évolué. En ce qui concerne Yaoundé, nous avons rappelé l'élargissement de la route de l'aéroport vers le centre-ville parce que c'est un flux important des gens que vous devez gérer. En ce qui concerne Douala, tout ce qui restait, c'était les voies d'accès. Parce que non seulement que vous avez le stade, mais vous devez avoir une certaine fluidité pour le public qui va assister et qui, après le match aussi, doivent rentrer. Donc, les voies d'accès posaient encore quelques problèmes. Il y avait des élargissements en cours de certaines avenues, mais que la pluviométrie, effectivement, empêchait le respect des chronogrammes des chantiers. Dans l'actualité politique, Cabral Libye déçu après le rejet de ses recours à la chambre administrative de la Cour suprême, des motifs qui n'ont pas convaincu le président du PCRN engagé dans cette compétition électorale prévue le 9 février 2020. Que s'est-il réellement passé durant cette audience relative au contentieux préélectoral à la chambre administrative de la Cour suprême? Élément de réponse avec Guy Zogo. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale ne peut toujours pas concourir dans les circonscriptions de Galim, Diban, Biwa et Guibassal où ces listes municipales ont été rejetées par l'ECAM. Saisie par un pourvoi, la chambre administrative de la Cour suprême vient de débouter le parti de Cabral Libye. Je ne suis pas sûr que la réponse est aussi formelle. Pour le moment, on a posé des pourvois et la chambre semble répondre que les décisions des tribunaux administratifs en matière électorale ne peuvent faire l'objet que d'appel. Comment ça se fait que devant cette juridiction, tous les avocats, je dis bien tous les avocats, aient déposé de recours? Comment ça se fait que seuls les avocats du RDPC ou les partis politiques proches du RDPC aient déposé à la fois et un pourvoi et un recours en appel? Parce que de toute façon, il faut se poser la question. Pourquoi tout le monde? Tout en se pliant à cette décision, le PCRN parle d'une démarche qui lui pose problème. Comment la même juridiction va donc appeler à la barre le RDPC dont le pourvoi a été débouté, mais qui va quand même examiner son appel? Ça veut dire qu'il y en a qui avaient une information. Ça veut dire qu'il y a eu concertation quelque part. Et il faut voir, nous qui avons reçu ces documents pour faire des mémoires en réponse, il faut voir à quelle heure on recevait les appels. Donc ils ont d'abord déposé comme tout le monde des pourvois, et puis se sont arrangés à recevoir ou à organiser le dépôt des appels par d'autres. Loin de décolérer, le parti de Cabral Libye évoque même des arrangements dans cette procédure. Lorsque le tribunal administratif rend une décision en premier ou en dernier ressort, cette décision est susceptible de pourvoi devant la chambre administrative de la Cour suprême. C'est clair. À l'appui de sa démonstration, le PCRN convoque la loi régissant le fonctionnement de la chambre administrative. Ce qui se passe ici est absolument scandaleux et tout porte à croire qu'on veut pousser les Camerounais à bout. Ceux qui organisent et planifient cette violence, cette révolution violente, seront battus à plate couture dans leur propre jeu. Au final, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui accuse le pouvoir de fouler aux pieds les règles démocratiques, garde l'espoir de voir encore ces listes examinées et réhabilitées pour les municipales de février prochain. Comment améliorer l'exécution du budget d'investissement public dans le CAM et le Mungo après le constat d'abandon de plusieurs chantiers et les défauts de paiement des prestataires? Les autorités administratives exhortent tous les acteurs de la chaîne d'exécution du BIP à mettre tout en œuvre pour améliorer l'exécution du budget d'investissement public pour l'année 2020. D'autres précisions avec Cyril Djemba et Gladys Sidier. Dans le département du Mungo, la priorité pour 2020, c'est la réalisation et la livraison des chantiers entamés l'année dernière dont les travaux piétinent. Des manquements ont été décelés dans le mécanisme de paiement des entreprises prestataires, ce qui est à l'origine du retard accusé. Pour le préfet du département du Mungo, il est question de rectifier le tir.
Par rapport aux prestataires, il y a plusieurs dispositifs de contrôle, de suivi et de contrôle qui sont mis en place pour que le Mungo puisse véritablement bénéficier des différents projets qui ont été inscrits dans le projet de la réforme. Il faut sensibiliser, il faut former pour une meilleure appropriation parce que beaucoup d'ordonnateurs ne sont pas assez outillés. C'est pour cela que nous mettons en place tous ces outils qui permettent une exécution harmonieuse du projet. Les défis sont nombreux, notamment en ce qui concerne le développement des services sociaux de base. Les populations espèrent le changement dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Et s'agissant du département du Mungo, il bénéficie d'une enveloppe d'ordre de 7 milliards. Je crois que cette enveloppe est conséquente. Tout est mis en œuvre pour que le développement du Mungo à travers le budget 2020 soit visible. Et nous pensons que les différents acteurs que sont les collectivités, les différents délégués, gestionnaires des crédits vont s'approprier tous les instruments et tous les différents exposés pour que la réalisation et l'exécution du budget dans le Mungo soit efficace et même efficiente. Il ne reste plus qu'à passer de la parole à l'acte. Au moment où les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale se sont prononcés en faveur d'une révision de la coopération monétaire avec la France, le professeur Chico Eboué, agrégé en économie et en droit, demande des réformes audacieuses pour permettre à la communauté économique des États d'Afrique centrale, notamment la CEAC, d'aller plus loin dans une nouvelle coopération monétaire entre la France et les pays utilisant le franc CFA pour revoir la parité monétaire afin de booster les exportations vers l'extérieur, également permettre à ces pays de disposer de leurs devises qui sont encore dans le compte d'opération en France. Des explications avec Jean-Paul Chouniat. À l'exemple des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, qui ont suspendu les accords monétaires avec la France le 21 décembre dernier, l'universitaire camerounais Chico Eboué demande aux pays de la CEMAC de saisir la balle au bond pour créer leur propre monnaie. Il nous faut envisager évidemment un nom de la future monnaie. Alors évidemment, ce nom devrait être territorialisé. Les Africains de l'Ouest ont choisi l'ECO, nous devrions choisir un nom un peu plus local, un nom qui permette d'avoir du sens pour les populations du Cameroun, du Gabon, du Congo, Brazzaville, du Tchad, de la République centrafricaine. L'économiste camerounais insiste sur le retour des réserves logées au Trésor français et l'assurance d'une parité de la nouvelle monnaie favorable à la production et l'exportation. La parité fixe vis-à-vis de l'euro nous a coûté depuis 2002, en gros pour 10% de surévaluation de l'euro vis-à-vis du dollar, le franc CFA était de 10% surévalué par rapport au dollar, ce qui nous coûtait à peu près également 10% de valeur d'exportation. Donc nous devons aujourd'hui envisager que notre monnaie ne soit pas surévaluée sur une longue période, comme ça a été le cas de 2002 à 2019. Et pour réussir cette transition du franc CFA à la nouvelle monnaie attendue, le professeur Chico Eboué suggère aussi chef d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale de poursuivre les négociations avec les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, incluant l'Angola, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, le Burundi, le Rwanda, comme l'a fait l'Afrique de l'Ouest avec les pays anglophones, à l'instar du Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, entre autres. Si l'Afrique de l'Ouest aboutit aujourd'hui à un retour à une monnaie qui serait indépendante de la France, c'est parce que le projet WAMSI, Zone West African Second Monetary Zone, incluant donc les pays anglophones à côté des pays francophones, ce projet a abouti après plus de 23 ans de travail, de négociation. Nous aussi, nous avons un projet avec les pays de la CEEAC, mais ce projet n'est pas très avancé. Toutefois, nous devrions profiter de l'éclaircie qui apparaît pour mettre en place effectivement une réforme monétaire. Dans ses propositions à la zone CEMAC, l'universitaire camerounais Chico Eboué insiste sur la nécessité d'une gestion intelligente de la nouvelle monnaie, adossée sur la disponibilité des devises.
chaque nouvelle unité de la nouvelle monnaie émise doit être gagée sur des devises. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le plan international. Songez que aujourd'hui nous avons à peine 3 mois d'exportation qui sont la contrepartie de nos devises. Quand nous étions un peu plus pourvus, ça pouvait aller de 9 mois à 2 ans. Donc, il nous faut beaucoup de devises, même si nous serons en régime de flottement géré. La balle est donc dans le camp des chefs d'État de l'Afrique centrale pour sortir leur sous-région de la colonisation monétaire française qui a régulé les économies d'Afrique francophone depuis plus de 60 ans. Conclut en filigrane, l'enseignant de classe exceptionnelle de l'Université de Lorraine-Nancy de France et par ailleurs double agrégé des facultés de droit et d'économie des universités françaises. Une note à l'étranger, cela fait 1 an exactement que Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien, ont été acquittés des accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. C'était le 15 janvier 2019, décision de la Cour pénale internationale. Malgré leur acquittement, ils n'ont pas bénéficié d'une mise en liberté totale. Ils n'ont bénéficié que d'une liberté conditionnelle en raison de l'appel interjeté par le procureur. Et dans 3 semaines s'ouvrira une audience où la Cour va entendre les observations relatives à la requête liée à la levée des conditions de liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ancien président ivoirien et l'un des leaders des jeunes ivoiriens. Ils ont déjà passé près d'1 an en liberté conditionnelle. Grâce au soutien de l'Union des brasseries du Cameroun, la fondation Kadi Fouatoula de Fotso a tenu à redonner du sourire à ses enfants résidant à Bana, dans le département du Honkam. Ils ont reçu de nombreux cadeaux et des jouets afin de pouvoir passer les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions et démarrer l'année 2020 dans de meilleures conditions. Reportage. Une pluie de cadeaux pour des élèves des écoles maternelles et primaires de l'arrondissement de Bana, dans le Honkam. Ici, rassemblés à la résidence du patriarche Feu Joseph Kadi de Fosso, tout heureux, ces tout petits reçoivent des jouets pour les fêtes de fin d'année. Un traditionnel arbre de Noël que leur offre depuis de longues années la Fondation Marie-Louise Kadi. Les enfants, je suis content de vous trouver comme ça. Je suis bien. Je vous raconte. Répartis par catégorie d'âge, ce sont des centaines de jouets distribués à plus d'1 millier d'élèves d'une vingtaine d'écoles maternelles et primaires. Ce geste de cœur de la Fondation Marie-Louise Kadi pour ses élèves touche le corps enseignant de l'éducation de base de l'arrondissement de Bana. Kadi Foundation is wonderful. I can only say that since many years they used to receive all the children from Bana here at this special place. So we are so glad and we just say thank you. Dire que ce geste booste un peu le moral de nos apprenants. Je voudrais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de la famille Kadi pour ce geste de générosité et d'altruisme qui permet de partager la joie de Noël avec les élèves de ceux du groupement Bana. Chantant et dansant aux sonorités musicales de l'heure, tous les élèves se désaltèrent et dégustent les boissons gazeuses de l'Union camerounaise des brasseries UCB. Dans ces moments de détente, des artistes comédiens égayent la petite communauté éducative en route pour les fêtes de fin d'année. Tu composes dans les mêmes salles de classe avec ton tableau de classe et il passe sur les choux communs. Maman, parce qu'il connaissait un de plus que moi, il ne m'a pas montré comment il ne peut pas les vivre ensemble. À la suite des tout petits du primaire et de la maternelle, repartis tout contents de leurs cadeaux, les 5 meilleurs élèves des établissements secondaires de Bana ont reçu des bourses d'excellence pour le premier trimestre 2019-2020. En souhaitant joyeux Noël et bonne année à tous les élèves, la Fondation Marie-Louise Kadi leur demande de renouveler d'ardeur au travail pour l'accès en classe supérieure dès l'année prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Coupe d'Afrique des Nations 2021, ce sera au Cameroun, mais avant cela, un comité de veille pour accompagner le Cameroun. Le président de la Confédération africaine de football a indiqué qu'il s'agit d'un comité de suivi afin de se rassurer que le Cameroun ira dans une organisation harmonieuse de la Coupe d'Afrique des Nations prévue désormais entre le 6 janvier et le 9 février 2021. Modification du calendrier qui entraîne une pression supplémentaire sur le Cameroun. Et vous avez suivi le deuxième vice-président de la CAF évoquer ces zones d'ombre sur l'état des infrastructures sportives et routières destinées pour la Coupe d'Afrique des Nations, espérant que le Cameroun puisse les parachever à temps avant la grande messe du football africain. Conséquence de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, une cinquantaine de déplacés internes sous le toit du docteur Diemofort. Vous avez vu le visage de ces enfants qui peinent à avoir 2 repas par jour. Ils ne vont pas à l'école, faute de moyens. Leur mère se débrouille tant bien que mal dans les rues de la ville de Douala, vendant et étant dans le petit commerce, mais cela ne réussit pas toujours à pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et ce chef de village qui a ouvert ses portes à ces enfants déplacés, traumatisés du fait de la guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, lance encore un cri de détresse envers les autorités. La distribution des kits alimentaires n'a pas pris en compte ces nombreuses familles déplacées internes dans la ville de Douala. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans